Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aymeric Chamard, serial entrepreneur dans le domaine du e-commerce, mais également webmarketeur, blogueur, coach, formateur et, comme il aime le dire, affranchi. Alors, on va bien sûr parler efficacité et entrepreneuriat pour vous partager les meilleures méthodes de travail des entrepreneurs qui réussissent. Bonjour Aymeric et merci d'avoir répondu à mon invitation. Salut Gabriel, merci à toi, merci pour l'introduction et avec plaisir que je te retrouve dans ce petit interview. Alors, ma première question, Aymeric, c'est comment te présentes-tu simplement lorsque tu dois parler de ton travail à des personnes qui ne te connaissent pas? Alors, c'est toujours une situation assez marrante parce que dès que tu parles de e-commerce ou d'internet, etc., pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément très facile à comprendre. Du coup, maintenant, avant, j'essayais d'expliquer un peu plus en détail, etc., exactement ce que je faisais. Maintenant, je suis vraiment, on va dire, dans le général. Et en gros, je leur dis que je fais trois activités. Donc, ma première activité, c'est l'e-commerce. J'ai des boutiques e-commerce. Je suis donc vendeur en ligne. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai une agence de consulting et de formation. Donc, je forme ou je travaille avec des clients professionnels des entreprises ou avec des individuels. Et la troisième activité, c'est une plateforme de sourcing et de logistique. Donc, en gros, j'aide des entreprises à acheter en Chine ou en Asie, à personnaliser leur packaging, leur marque, et puis à expédier, par exemple, tous ces produits ensuite qu'ils ont achetés vers la France, vers l'Europe ou le reste du monde. Donc voilà, en gros, j'explique vraiment comme ça de manière générique pour que les gens aient une meilleure idée de ce que je fais. Bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et comment tu es devenu entrepreneur? Alors, je suis devenu entrepreneur, en fait, c'était un peu par la force des choses. C'était pas, on va dire, quelque chose de voulu. J'avais toujours l'idée dans ma tête qui me trottait, mais c'était pas, je me suis dit, tiens, cette année, je vais commencer mon projet entrepreneurial. En fait, c'est suite à la perte de mon emploi, parce que donc, moi, je suis arrivé sur Hong Kong il y a pas mal d'années. J'ai travaillé d'abord ici dans le monde de l'entreprise. Et j'ai perdu donc mon emploi suite à une restructuration d'un gros groupe français justement. Et c'était une période où l'économie sur Hong Kong et le marché de l'emploi n'était pas terrible. Même sur Hong Kong, ça arrive que si l'économie ne soit pas au beau fixe, on va dire. Donc du coup, j'ai passé pas mal de temps à rechercher du boulot, etc. Et du coup, j'avais pas mal de temps libre aussi. Donc, en fait, j'en ai profité pendant ce temps libre pour développer une boutique en ligne que j'avais déjà lancée il y a quelques mois, en fait, avant de perdre mon emploi, parce que j'avais pas mal de temps libre aussi lorsque je bossais euh, pour ce groupe français. Donc, je dis, OK, autant profiter de cette opportunité pour développer cette boutique et puis voir ce que ça peut donner, quoi. Et en fait, il s'avère que la boutique a cartonné. En parallèle, je faisais déjà un petit peu du freelance et du consulting pour des clients professionnels en France, des contacts à moi, des amis, des choses comme ça. Donc, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que grâce à mes activités, que ce soit en consulting ou par le biais de ma boutique en ligne, j'arrivais à me générer un petit salaire. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai continué de développer la chose. Et puis aujourd'hui, voilà, on en arrive là où j'en suis. J'ai une agence de consulting avec plusieurs employés, mes boutiques e-commerce, pareil, qui tournent bien. J'en ai ouvert d'autres entre-temps. J'ai ouvert une plateforme logistique et de sourcing sur Shenzhen à la base, donc pour supporter mes activités de mes boutiques en ligne et maintenant celles aussi de mes clients et de mes étudiants. Donc voilà, c'est un petit peu par la force des choses. C'est pas, je me suis réveillé un matin où j'ai vu une vidéo qui m'a inspiré, puis je me suis dit, ah tiens, je vais devenir entrepreneur. Voilà, c'est plus un besoin, une nécessité, on va dire, qui m'a poussé à me lancer, à développer la chose. Donc ta première boutique e-commerce, c'est celle que tu as encore et donc ça a fonctionné, on peut dire, du premier coup, en fait? Voilà, en fait, alors ça a fonctionné du premier coup, oui et non. J'ai fait plusieurs essais d'abord sur cette même boutique, mais en effet, c'est la même boutique toujours que j'ai démarré. C'est un peu mon bébé, mon projet, voilà, à moi, du coup, que je continue de développer. C'est un projet qui me tient à cœur. Et en fait, au début, j'avais fait pas mal d'essais, etc., qui s'étaient pas avérés fructueux.
J'ai pas lâché le morceau, j'ai continué de me battre, de ne pas abandonner. J'ai essayé différentes approches jusqu'à trouver justement l'approche qui fonctionnait. Donc, comme je dis souvent aussi à mes étudiants et à mes clients, ma première vente sur ma toute première boutique en ligne, entre guillemets, je l'ai obtenue presque 3 mois après l'avoir lancée. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut parfois juste rectifier le tir et continuer d'essayer. Et puis, on arrive toujours à ses fins lorsqu'on s'en donne les moyens. Donc tu vis à Hong Kong. Pourquoi tu as choisi de t'expatrier au départ et pourquoi Hong Kong? Alors, ouais, ça va faire plus de 7 ans que je vis à Hong Kong. J'ai choisi de venir sur Hong Kong, en fait, déjà d'une parce que j'aime beaucoup l'Asie et puis la ville en elle-même. J'avais déjà pas mal d'expérience, en fait, sur Hong Kong parce que j'ai mon frère qui vit ici. J'avais fait des stages aussi lorsque j'étais étudiant sur Hong Kong. J'avais créé aussi une société sur Hong Kong avec mon frère. On avait travaillé ensemble sur des projets. Donc, j'avais déjà un pied en fait sur Hong Kong avant de finir mes études. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai recherché du boulot un peu en France, en Europe, etc. Je trouvais rien vraiment qui me plaisait. Du coup, j'ai travaillé pendant un bon moment en intérim parce que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de boulot en France, du moins pas trop dans ma région. Il fallait toujours monter sur Paris. Et moi, j'étais moyennement attiré par la vie parisienne. J'aime beaucoup Paris en termes de ville pour voilà, faire un petit séjour comme ça, touristique et tout ça, mais pas pour y vivre, quoi. Du coup, voilà, j'ai travaillé en intérim à l'usine pendant 1 an. J'ai mis des sous de côté. Je faisais que les nuits, donc ça m'a permis du coup de mettre pas mal d'argent de côté. Je faisais rien pendant cette année. J'ai fait que ça, travailler, travailler, travailler. Je me formais. Et puis, je commençais déjà un petit peu à rechercher du boulot sur Hong Kong. Et puis, au bout d'1 an, j'avais assez d'argent de côté. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti sur Hong Kong. J'ai trouvé mon premier boulot ici au bout de 1 mois et demi, qui m'a permis d'avoir mon premier visa. Et puis après, voilà, je suis allé un petit peu j'ai travaillé dans différentes sociétés jusqu'à justement perdre mon emploi et puis ensuite me lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Donc c'est comme ça que je me suis en fait installé sur Hong Kong. C'est pas dans une optique de voilà, j'avais déjà mes sociétés en France et puis je me suis dit comment je vais pouvoir optimiser la fiscalité de mes entreprises, ces choses, ce genre de choses. C'était vraiment un choix de vie à la base. Et puis, vu que je suis là, et c'est vrai que fiscalement, Hong Kong, c'est super en termes voilà, de taxes, de business, etc. Donc, j'en ai profité pour créer tous mes business ici, quoi. Donc, voilà comment je me suis installé sur Hong Kong. C'est pour ça que je t'ai posé la question parce que c'est l'a priori qu'on a quand quelqu'un s'installe à Hong Kong, on se dit ah Ouais, tout de suite il veut optimiser fiscalement. ouais, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire ça. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui créent une société sur Hong Kong, mais après, ils vivent vraiment, c'est quand même différent. Il y a moins de Français qui sont quand même, on va dire, qui vivent sur Hong Kong uniquement dans le cadre du business et de la fiscalité. La plupart des gens, s'ils créent leur société sur Hong Kong dans un terme, en fait, un but vraiment purement fiscal, en général, ils n'y vivent pas. Ils vivent en France ou en Thaïlande ou dans d'autres pays. Mais voilà, c'est pas forcément Hong Kong qu'ils choisissent en premier, puisque le coût de la vie ici est très cher. C'est l'une des villes les plus chères dans le monde. C'est la ville la plus chère dans le monde en termes d'immobilier. Donc voilà, c'est pas forcément la destination préférée de tous les digital nomades ou ce genre de choses, quoi, parce que les coûts de la vie, c'est assez important. Je vois. Alors, est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble ta journée type et comment tu t'organises au quotidien dans ton travail? Oui, alors moi, il faut savoir que j'ai un fils, un bébé de 2 ans, enfin un petit 2 ans. Du coup, ma vie est aussi pas mal chamboulée, pas mal, on va dire, calée sur un petit peu aussi son emploi du temps. Donc, le matin, en général, lever très tôt, entre 6 et 7 heures. J'en profite pour voilà, prendre le petit déjeuner, etc., en famille. Ensuite, assez rapidement, je descends. J'habite pas très loin en fait de mon bureau. Donc ensuite, je vais bosser. Je bosse toute la matinée. Donc le matin, en général, je le dédie vraiment aux tâches les plus importantes de la journée, voilà, ce qui me prend le plus de temps ou le plus de, on va dire, facultés cognitives, plus de réflexion. Et puis ensuite, petite pause déjeuner.
Et après l'après-midi, voilà, je cale en général mes rendez-vous, soit téléphoniques, soit mes rendez-vous en ville, avec des clients extérieurs, etc. Ou mes coachings en France aussi, parce que bah, du coup, vu que mes clients, j'ai pas mal aussi de clients en France, bah forcément, avec le décalage horaire, je suis aussi obligé des fois d'avoir pas mal d'appels sur l'après-midi. Ensuite, en général, en fin de journée, j'essaie de faire une petite séance de sport, au moins 2 à 3 séances par semaine pour voilà, garder un petit peu aussi me changer les idées, garder la forme, etc. C'est important. Et puis ensuite, le soir, repas en famille ou entre amis. Et le soir, il m'arrive assez régulièrement soit de retourner au bureau bosser, soit de bosser depuis la maison, ou alors de me former, de bouquiner ou de faire ce genre de choses, quoi, depuis la maison ou au bureau, ça dépend. Mais voilà un peu pour ma journée type. Alors, comme tu le sais, moi sur mon site, je parle efficacité, productivité. Donc, Yes. si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs pour qu'ils soient vraiment efficaces, si tu avais un seul conseil à donner, ce serait quoi? Je dirais, enfin, il y en a deux pour moi qui ont été les choses sur lesquelles j'ai le plus longuement bataillé. La première, c'est le perfectionnisme. Donc, essayer de, justement, sans parler de bâcler le travail, mais parfois de se concentrer sur vraiment l'essentiel, faire le plus gros des tâches et puis passer à autre chose et revenir quand on a plus de temps, peaufiner un petit peu les détails. Donc, voilà, essayer de ne pas être trop perfectionniste parce que ça peut vraiment tuer la productivité. Donc, ce serait le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est le multitâche. Éviter le multitâche à tout prix. Ça, voilà, c'est aussi quelque chose, même avec mon expérience dans le monde du travail, d'entreprise, etc. J'ai parfois moi-même, je me dis, putain, il faut que j'arrête là de me disperser, il faut que je me recentre et je me recadre, parce que ça, c'est vraiment aussi un tueur de productivité. Un petit email là, un petit message, et puis après, on perd carrément le fil et ce qu'on était en train de faire. Donc, vraiment, c'est ça, c'est le perfectionnisme et le multitâche. C'est vraiment, on va dire, en gros, pour moi, selon moi et pas mal d'entrepreneurs avec qui je parle, les bêtes noires voilà, pour l'entrepreneuriat quoi, et la productivité. Je te confirme, ça revient souvent, moi aussi, dans mes coachings. Surtout le perfectionnisme, parce que souvent, quand on est entrepreneur, bah, notre entreprise, c'est notre bébé. Et donc, on veut bien faire. Et tout ce qu'on fait, on a tendance à y mettre notre énergie, notre attention. Et on a tendance, ouais, à s'attarder trop sur des choses pour qu'elles soient parfaites, en Mm, sachant très bien que c'est jamais parfait. Donc, voilà, en effet, comme on dit, fait est mieux que parfait. Voilà. ouais, exact. Après, c'est vrai que, comme je dis souvent aussi, Dieu ou le diable, après, l'expression existe sous des formes, mais est dans les détails. Donc, c'est vrai que parfois, bah, ce sont ces petits détails aussi qui font la différence. Donc, c'est aussi important de ne pas négliger ces petits détails-là qui permettent justement à des petites structures, des entrepreneurs comme nous qui se lancent ou voilà, des personnes qui ont moins d'expérience, d'aussi faire la différence et de pouvoir bah, se démarquer de la concurrence. Mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans une spirale de perfectionnisme et entre guillemets, bah, de procrastination, quoi, parce que c'est vraiment là que, à un moment donné, ouais, on est toujours en train d'optimiser, voilà, on a la tête dans le guidon, et il y a un moment donné où même on se dit, oula, mais est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est bon? Et on se remet en question, et puis on repart dans toutes les directions. Donc voilà, c'est parfois ça peut même le perfectionnisme peut même amener pas mal de doutes aussi et amener à se remettre en question un peu trop peut-être. Donc c'est quelque chose qui peut être dangereux en effet pour la santé du business, la stratégie et puis tout ce qui va avec quoi. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu te sens complètement débordé, justement, parce que tu as à faire, pour reprendre le contrôle, pour te mettre les idées au clair? Bah, en général, soit je veux faire quelque chose que j'aime, une tâche vraiment que j'apprécie à faire, voilà, donc ça peut être, je sais pas, moi par exemple, bah, travailler sur des créatifs ou autrement écrire des scripts pour mes vidéos, ou faire voilà, des choses qui me plaisent vraiment, pour lesquelles j'ai vraiment en fait un engouement de faire ça. Ou sinon, carrément, je fais une pause, je vais voilà, me balader, je sors avec mon fils ou on va faire une petite balade ou quelque chose comme ça pour me changer les idées littéralement, faire un bon break, une séance de sport, bouquiner un petit peu, voilà, des fois aussi de faire une pause et de savoir
vraiment, on va dire, pas tourner la page, mais ouais, penser à autre chose et changer les idées, ça fait du bien. C'est un peu comme quand, voilà, au final, je sais pas, on est dans on est en train d'écrire une thèse ou même parfois un jeu vidéo et dans un niveau d'un jeu vidéo, on bloque. Et au lieu de s'énerver et de se mettre en tête, bah, tu passes tu passes à autre chose, tu fais une pause. Et puis après, quand tu t'y remets, bah, hop, tu y arrives du premier coup, tu as les idées qui viennent plus facilement. Donc voilà, des fois, c'est juste ça, pas se mettre martel en tête et juste se changer les idées et revenir sur la tâche ou sur la chose un petit peu plus tard. Donc prendre du recul, quoi, au final. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais le matin sur les tâches qui te demandent le plus de concentration. Comment tu fais justement pour rester concentré sur une tâche et pas céder aux distractions que tu peux avoir? Bah, je me donne un objectif, en fait. Donc en général, je me dis, OK, il faut que d'ici 11h30, midi, il faut que j'ai atteint tels objectifs. Et puis, en général, bah, je vais voilà, pas faire attention aux emails, aux messages, aux choses comme ça que je reçois, à moins vraiment que ce soit quelque chose d'urgent ou d'important. Le seul objectif que je vais avoir en tête, c'est justement l'atteinte de cet objectif. Et tout le reste, je vais pas le négliger, mais juste voilà, le mettre de côté, quitte à marquer sur mon petit calepin, sur ma to-do list, voilà ce que je dois faire plus tard dans la journée si j'ai d'autres choses un petit peu urgentes qui se présentent le matin. Mais sinon, voilà, en général, je fais ça et j'essaye de ne pas reporter en fait ma tâche principale à plus tard ou quoi que ce soit. Je me concentre vraiment à 100% là-dessus. Et puis, je vais voilà, prendre des petites notes à droite, à gauche pour me dire, OK, il faut que je fasse ça plus tard, il faut que je fasse ça, etc. Et toujours aussi d'essayer de garder un ordre d'importance, en fait. Moi, tous les soirs, avant quand je finis ma journée, j'aime bien planifier ma journée pour le lendemain. Il y en a qui le font le matin, moi, je préfère le faire la veille. Je me fixe toujours aussi un objectif. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que euh, je, je, je finisse en premier, quelles sont les choses les plus importantes. Je prends carrément des fois un petit stylo d'une autre couleur et je mets, OK, bah, un, voilà, c'est ça. Deux, c'est telle tâche. Trois, c'est telle tâche. Pour justement voilà, garder une priorité et toujours rester concentré sur ce qui est important et c'est sur les tâches entre guillemets, qui sont les plus bénéfiques pour mon business, pour mon entreprise, pour le cash flow, pour mes clients, etc., quoi. Donc, c'est vraiment ces tâches à valeur ajoutée que je priorise le matin. Souvent, on a tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour faire une tâche. Comment tu fais justement, toi, pour bien évaluer le temps et pas te retrouver, tu dis par exemple, je fais ça ce matin et finalement, tu arrives à midi et tu t'aperçois que tu as fait que la moitié. Comment tu fais pour jauger tout ça? Bah, en fait, maintenant, bon, ça va parce que j'ai un petit peu plus d'expérience, on va dire, sur le fait de travailler, de m'organiser mes journées tout seul, etc. Parce que c'est vrai que lorsqu'on qu'on est à son compte ou qu'on commence dans l'entrepreneuriat, parfois, bah, s'organiser et planifier ses tâches, c'est pas toujours facile. Donc, vu que j'avais une expérience dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, ça allait déjà. Ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je vais diviser ces grosses tâches en petites tâches pour justement avoir des objectifs qui soient réalisables et me dire, OK, bon, bah, je vais essayer d'atteindre, de réaliser ces trois petites tâches, entre guillemets, qui font partie de cette grosse mission ce matin. Si j'y arrive, je reporte soit dans l'après-midi, si c'est vraiment quelque chose que je dois finir aujourd'hui, ou sinon au lendemain matin, si c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, 100% essentiel et que je peux me permettre justement de le finir un petit peu plus tard, quoi. D'accord. Je me suis fixé un défi de lecture cette année. Je lis un livre par semaine de développement personnel. Et je voulais savoir si toi aussi tu étais un lecteur de livres de développement personnel et si tu en avais un, deux ou même trois à conseiller aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Oui, je lis aussi pas mal de livres. Un livre que je trouve super pour des personnes qui débutent, on va dire, dans l'entrepreneuriat en termes de mentalité, d'état d'esprit, et justement qui allie aussi un peu bah, l'aspect motivation et l'aspect organisation. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Donc voilà, je suppose que c'est pas très original comme réponse. Donc Think and Grow Rich, qui est pour moi vraiment voilà, un très très bon livre
pour une personne qui débute ou même qui est confirmée, je veux dire, dans l'entrepreneuriat. C'est un bon livre, voilà, pour moi, ça allie vraiment le côté motivation et puis, on va dire, organisation, envie, etc. Donc, pour moi, voilà, c'est un livre qui allie un petit peu tous ces aspects-là que je trouve très intéressant. Donc, je recommanderais celui-là en premier à toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat ou qui a déjà ou qui souhaite se développer personnellement, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui s'est lancé il n'y a pas longtemps et qui n'a pas encore de résultats? Bah, je lui dirais que, et au final, c'est marrant parce que c'est une phrase qui est enfin, on va dire, un principe, un concept qui est justement extrait de Think and Grow Rich de Napoléon Hill, du livre Réfléchissez et devenez riche. C'est que vous n'avez pas échoué tant que vous n'avez pas abandonné. Donc, au final, c'est si voilà, les choses ne marchent pas tout de suite, peut-être que ton angle d'attaque n'est pas le bon. Auquel cas, des fois, voilà, de prendre un petit peu de recul, de faire une petite pause. Ça peut être une pause de un jour, une semaine, même un mois sur un projet pour réfléchir, pour se ressourcer, pour en profiter aussi peut-être pour se former, bouquiner des livres ou des choses comme ça pour voilà, justement avoir un angle d'attaque et une perspective un peu différente du problème et pour pouvoir rattaquer le problème après, enfin, on va dire le projet sous un angle un peu différent. Donc, moi, ce serait vraiment le conseil que je donnerais et que je dirais, voilà, c'est tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas échoué, quoi. Et au contraire, l'échec, c'est ce qui fait grandir dans l'entrepreneuriat et même si votre projet n'aboutit pas et que vous passez sur autre chose parce que vous avez une autre opportunité d'emploi ou un autre projet qui se profile ou quelque chose comme ça, il ne faut jamais prendre cet échec, on va dire, d'essai d'entrepreneuriat comme quelque chose de inutile ou du temps perdu ou quoi que ce soit. C'est toujours une expérience qui est enrichissante à titre personnel, en termes de développement personnel, etc. Et à titre aussi professionnel parce que tu peux acquérir des compétences que tu n'aurais pas acquéries sans cette expérience-là. Le moment où vraiment c'est du temps perdu, c'est justement le moment où tu te dis dans ta tête, j'ai perdu mon temps pendant 6 mois ou un an sur ce projet-là, ça a servi à rien. Voilà. Si tu penses comme ça, dans ce cas-là, oui, ton projet n'a servi à rien et tu n'en retireras rien. Par contre, si tu dis, OK, là, j'ai échoué, mais pendant cette période d'essai, on va dire, j'ai appris ça, j'ai découvert ça sur moi-même, j'ai découvert telle qualité, tel défaut, etc. Donc, faire en fait un point, une analyse objective un peu de soi-même et aussi des compétences professionnelles qu'on a acquises. Pour moi, c'est ça vraiment qui va faire la différence entre la personne qui échoue ou non et qui pense avoir perdu son temps ou non dans son projet, quoi. On sent beaucoup d'expérience dans ce que tu viens de dire. Merci, bah, ça fait un petit moment que je suis, voilà, j'ai mes entreprises, que bah, je suis aussi dans le monde du travail. Il y a aussi l'environnement qui aide, le fait de voyager, d'être à Hong Kong, d'être dans un environnement qui est très orienté business, etc. Toi, je pense que c'est pareil au Japon. Il y a une culture qui est différente. Tu rencontres des Français, des gens aussi qui ont des cultures différentes, qui ont des visions, des manières de penser aussi différentes. Donc tout ça, bah, au final, ça enrichit vachement. Et c'est aussi de ces différences, on va dire, et de cet environnement que je tire un peu bah, ma force et puis voilà, cette vision sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et ce genre de choses, quoi. Donc je pense que là, le plus important, c'est de jamais se penser, se dire, voilà, entre guillemets, accompli et de toujours se remettre en question, continuer de se former, de rencontrer des gens, d'être curieux. Voilà, je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat, quoi, concrètement. Pour conclure, est-ce que tu souhaites partager ton actualité ou tes projets futurs avec les personnes qui nous écoutent? Alors, mes projets futurs, bah, j'en ai déjà pas mal en fait qui sont en cours, qui ont été lancés récemment. Donc, je dirais pas de projets, de nouveaux projets incessamment sous peu. Mes projets actuels que je développe, c'est justement donc dans le cadre de mes formations et de tout ce qui est consulting. Donc, en fait, je viens de créer une nouvelle formation
qui s'appelle Ecom 360 Euros, qui est justement une formation très complète sur le e-commerce, qui aborde tous les aspects du e-commerce, tous les piliers importants. Donc, ce n'est pas qu'une formation dropshipping ou une méthode ou quoi que ce soit. On forme vraiment les gens à un métier, celui de e-commerçant. Donc, le but que j'ai avec cette formation, c'est d'en faire une formation qui continue d'évoluer, qui sera aussi, pourquoi pas, en fait, sur laquelle des experts vont venir intervenir aussi dans leur domaine. Donc, on pourra peut-être en rediscuter par la suite. Ça m'intéresserait d'avoir peut-être aussi des experts en développement personnel, en productivité, etc., etc. Donc ça, c'est mon premier, on va dire, voilà, le premier gros projet que j'ai. Et puis, le deuxième gros projet, c'est ma plateforme de sourcing et de logistique qui a été lancée donc fin 2018. Et là, on aide les e-commerçants, les dropshippers et même aussi des importateurs et des distributeurs en France ou partout dans le monde à justement trouver des solutions pour sourcer des produits moins chers en Chine et en Asie, pour personnaliser ces produits, créer des marques, personnaliser les packaging, etc., etc. Donc là, la société a été lancée il n'y a pas très longtemps. Ça marche du tonnerre. C'est vraiment, j'ai des très, très bons retours là-dessus. Donc, c'est vraiment super. Et en fait, après, comme on dit, je pense que tu le sais, grossir est un art. Donc, le but, c'est de ne pas grossir vite, vite, vite et en fait de devenir le futur DHL ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est de grossir bien et de manière contrôlée pour pouvoir garder un aspect qualitatif et personnalisé sur les process qu'on propose à nos clients. Pour justement pas devenir une société comme tout le monde, un agent chinois, on va dire, de base, qui dit, OK, nous, on t'aide à acheter, on récupère tes produits et puis on les expédie à tes clients. Nous, il y a vraiment voilà, un travail de valeur ajoutée qui se passe aussi dans le process. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de créer ensuite un système pour pouvoir aussi optimiser tout ça. Donc, voilà un peu pour mes deux gros projets. Et puis, j'aimerais bien aussi de plus en plus rencontrer mes étudiants, avoir des interactions avec eux. Donc, pourquoi pas organiser des masterminds ici en Asie, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses sur la France, sur Malte, ce genre de région. Un peu tout le monde fait ça. Malte, c'est la grosse mode. Et je pense que de proposer des choses en Asie, justement, ça peut être aussi différent et intéressant pour les entrepreneurs de voir justement un petit peu comment ça se passe le business ici, des visites d'usines en Chine ou des choses comme ça, pour justement aussi un petit peu avoir une perspective différente du monde des affaires et du business. Donc voilà, un petit peu mes objectifs, ça serait ça. Ok, super. Écoute, je mettrai sous cet enregistrement toutes les ressources dont tu viens de parler. Ouais, ça marche. Cette interview touche à sa fin, donc merci à toi, Émeric, d'avoir Merci. échangé avec moi. C'était un vrai plaisir. Merci, pas de souci. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit aussi. Vous pouvez toujours me contacter en direct. Je pense que Gabriel vous mettra les informations qu'il faut dans son article ou dans sa vidéo. Donc voilà, c'est avec plaisir. Et si vous passez sur Hong Kong, n'hésitez pas aussi à me contacter pour aller, pourquoi pas, boire un café ou quelque chose. C'est toujours un plaisir de rencontrer des Français ou des francophones sur Hong Kong. Merci, Émeric. Merci à toi.